Bonsoir, bienvenue dans la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit sur metatv.org, c'est la saison 3. Et ce soir, comme tous les soirs déjà, un grand bonjour à la régie, un grand bonjour aux modérateurs. Ils sont pas beaucoup connectés, j'en vois un seul connecté, en tout cas on lui dit bonjour. Et évidemment bonjour à tous les métanautes pour ce soir, une soirée spéciale Réseau Voltaire, j'ai envie de dire, avec Alain Benajam et Thierry Messon qui est avec nous depuis Damas. Allô Thierry. Oui, bonjour. Oui, bonsoir Thierry, voilà. Donc une soirée, on va dire, Réseau Voltaire. Réseau Voltaire, voilà. Pour... Des républicains avec la vieille tendance maçonnique. Mais il n'est plus franc-maçon. Tu vas te faire des amis encore. Non, mais il faut bien des républicains quand même de temps en temps. Comme ça fait que Méta TV est multiple, donne la parole à tout le monde. Voilà, c'est parfait. Bon, on ne te présente plus, toi. Non, moi je suis maintenant recroquevillé sur ta banquette. Sur la banquette, on risque de la changer. D'ailleurs, on en parlera dans une libre antenne, mais voilà. Évidemment, elle est plus très très confortable. Mais bon, on va avoir l'assentiment de tout le monde parce qu'on va parler de la Russie. On va parler de la Russie. Et puis des rapports entre la Russie et son partenaire la Chine, oui, avec l'impérialisme. Avec l'impérialisme, mais on va parler de la Syrie, parce que on va parler évidemment de la Syrie. Évidemment, en plus en Syrie, alors voilà, je vais dire plutôt une situation qui devient extrêmement confuse, on comprend pas trop, on nous a annoncé des pourparlers de paix, on nous a dit que ça y est, maintenant les États-Unis vont s'allier avec la Russie pour, entre guillemets, éliminer Daesh. Ça devient complètement obscur, là, le jeu. Alors, oui, justement, Thierry, je vais te poser la première question, c'est qu'est-ce que c'est que le fondement de cet accord entre la Russie et les États-Unis? J'ai vu, bien sûr, j'imagine aussi beaucoup de métanautes qui nous regardent ont vu les vidéos que tu as fait à ce sujet, où tu nous expliques justement qu'il va y avoir une alliance, en fait, une espèce allez, je ne sais pas comment on doit l'appeler d'ailleurs. Est-ce que c'est quoi? C'est un traité de paix, cessez-le-feu, une alliance de fortune, je sais pas. Un arrêt des hostilités. Donc Thierry va nous expliquer. Alors ça. Thierry, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe? Parce qu'on est, j'avoue, un peu déconcerté par les dernières annonces justement de cette alliance un peu inopportune entre la Russie, les États-Unis contre Daesh. Donc on a beaucoup de mal à s'y retrouver en fait. Allô, Thierry, tu nous entends? Ah, il a un problème de connexion. Allô, Thierry? Ah, Thierry aurait disparu. Il y aurait un problème, l'effroyable soirée, on me dit, bon, ils se sont... Ah, Thierry, tu nous entends? Je suis de retour. Allô? Allô, Thierry, voilà, tu nous entends? Oui, voilà, donc, voilà, la question, la première question, c'est de savoir un peu, est-ce que tu peux nous expliquer le fondement de cet accord entre les États-Unis et la Russie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a un peu déconcerté de la situation en Syrie, cet accord qui a été annoncé, puis bon, faut bien le dire, le lendemain de l'annonce, il y a eu le bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières, qui a un peu, d'ailleurs, ce qui s'était passé en Afghanistan un petit peu quelques mois précédemment. Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est le fondement de cet accord? Quelle est la situation sur place? Parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce retournement de situation. Alors, c'est un retournement de situation pour vous parce que vous êtes abreuvé par ce que raconte la presse en Occident et que donc vous ignorez la réalité de ce qui se passe ici. Mais ceux de vos auditeurs qui lisent ce que j'écris, moi, ça fait 3 ans que je parle des contacts entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour arriver à un accord. Il y a eu un premier accord en juin 2012, c'était la première conférence de Genève. Cet accord a immédiatement été saboté par des groupes aux États-Unis, mais pas par la Maison-Blanche. Et après, pendant 3 ans, il y a toutes sortes de va-et-vient, etc., jusqu'à ce qu'on en arrive à l'accord de Munich, que j'avais d'ailleurs annoncé avant qu'il soit signé. Cet accord, en fait, ce qu'il a de fondamental, c'est que la Maison-Blanche a décidé de retirer le dossier
des mains des néoconservateurs et des faucons libéraux qui, pendant les dernières années, ont organisé la guerre ici. Et ce qui rend difficile les choses à comprendre depuis la France, c'est d'abord que les États-Unis, ça n'est plus du tout un État, une nation, c'est un pouvoir divisé avec des gens qui se battent entre eux avant de se battre contre les autres, et que d'autre part, progressivement, le président Obama avait évacué de son administration, des postes importants de son administration, ses adversaires, et il s'était regroupé au sein des Nations Unies. Donc ça, c'est un cataclysme qu'on comprend, c'est que la guerre en Syrie était organisée depuis les Nations Unies à New York, et non pas du tout, comme on le prétend, depuis la Maison-Blanche à Washington. Voilà. Mais effectivement, tous les acteurs, pour ou contre la guerre, étaient tous des responsables des États-Unis. Alors, à Munich, la grande décision, ça a été que désormais, les opérations militaires, les opérations humanitaires et le processus politique, tout cela est gouverné à la fois par la Maison-Blanche et par le Kremlin, et que les Nations Unies n'ont plus leur mot à dire. Monsieur de Mistura, qui représente le secrétaire général, est uniquement là pour prendre des notes et tenir un registre des conversations, mais il n'a plus de pouvoir du tout. Voilà. D'accord. Parce que cette situation-là, c'est quelque chose donc, qui provoque un espèce de retournement. Ça voudrait dire quoi? Qu'on va arriver véritablement à un règlement du conflit syrien? On va peut-être... on a 3 heures à passer, donc je brosserai un tableau des rapports financiers entre le bloc Chine-Russie et l'État financier états-unien, et que finalement, pour ma part, cet accord, qui est un véritable accord, et que le côté émergé de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire que forcément, en dessous, il y a des accords financiers, parce que tout est là. Tout se termine dans la finance. Ce sont des guerres, c'est une guerre de type impérialiste. Et donc l'impérialisme aujourd'hui est avant tout financier, hein, et que évidemment derrière tout ça il y a la faillite des États-Unis et la faillite du dollar. Donc on reviendra un petit peu sur les fondements de cet accord. Mais pour moi, j'analyse cet accord comme une volonté de compromis des États-Unis de vouloir négocier en recul par rapport à la situation. Puis alors, il y a la situation militaire, Thierry. Tu peux nous en parler aussi. La situation militaire qui est défavorable aux États-Unis. Quelle est la situation, évidemment, oui, sur le point de vue militaire? Parce qu'on sait que l'armée syrienne libre, depuis les frappes russes et l'engagement militaire de la Russie en Syrie, il y a eu énormément de changements, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire que les rapports de force ont considérablement évolué. Oui, mais là encore, les informations dont vous disposez sont sujettes à caution, puisque moi, quand je lis la presse française ou que je regarde les télévisions françaises, j'entends que la principale source de ces médias pour juger de ce qui se passe ici en Syrie, ce sont les frères musulmans. Alors je suis stupéfait. Comment se fait-il que les frères musulmans qui font partie du conflit puissent être considérés comme une source neutre par la presse occidentale? Moi, je ne comprends pas ça. Vous pouvez peut-être m'expliquer, mais moi, je ne le comprends pas. Oui, d'accord. Oui. C'est vrai que les frères musulmans se cachent chaque fois derrière des belles étiquettes et que lorsqu'ils parlent de la Syrie, ils utilisent une étiquette où il y a le mot droit de l'homme dedans. Alors, c'est bien, ça s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme, mais ce sont les frères musulmans et ça n'est rien d'autre. Hein. Donc, vu l'histoire des frères musulmans et leur pratique du mensonge permanent, du double, du triple discours et tout ça, je pars du principe que
tout ce qui vous est donné par cet observatoire syrien des droits de l'homme, vous mettez tout ça à la poubelle, parce que vous n'arriverez jamais à démêler le vrai du faux de cette histoire. Mais si on veut regarder ici la situation, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a une guerre. Et là, nous n'aurons pas du tout la même analyse si nous considérons, comme le fait la presse française, que la guerre a commencé en 2011 et que c'était une guerre civile avec des gentils démocrates qui se sont réveillés contre une horrible dictature, etc. Si vous considérez les choses comme ça, à mon avis, vous n'arriverez pas à expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Mais si vous prenez un point de vue, me semble-t-il, un peu plus large, et que vous observez que les États-Unis ont officiellement, par une loi, déclaré la guerre en 2003 à la Syrie, c'était le Syrian Accountability Act en décembre 2003, qu'ils ont officiellement déclaré cette guerre, et qu'ils ont, à de multiples reprises, tenté d'entrer dans un conflit militaire. D'abord, en 2005, en organisant l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, alors que les troupes syriennes se trouvaient au Liban pour assurer la sécurité après la fin de la guerre civile. Donc là, on a dit c'est la faute des Syriens, on a accusé personnellement le président Bachar el-Assad d'avoir organisé cet attentat, et on a même créé un tribunal spécial pour le juger, tribunal qui existe toujours à La Haye, mais il n'est plus suspect, parce que les accusations contre lui se sont effondrées. Et puis, il y a eu en 2006 l'attaque d'Israël contre le Liban, alors qu'il y avait toujours le lien très étroit entre le Hezbollah et l'État syrien. Et là, tout le monde pensait que le Hezbollah allait être pulvérisé par l'armée israélienne et que forcément, à ce moment-là, l'armée syrienne entrerait en jeu et donc les Marines pourraient débarquer à Beyrouth et se battre contre les Syriens. Mais ça aussi, ça n'a pas eu lieu parce que la surprise générale, le Hezbollah a gagné face à la très puissante armée israélienne. Et puis il y a eu en 2008 un nouvel épisode qui s'est également passé à Beyrouth où on avait organisé toute une opération avec un centre de commandement militaire des États-Unis et de l'Arabie Saoudite qui était installé à Beyrouth et où il y a eu tout d'un coup, à la surprise générale, une intervention du Hezbollah lorsque le Premier ministre a dit qu'il allait couper leurs moyens de communication. Et là, il y a eu une intervention surprise du Hezbollah et en 24 heures, ils ont repris le contrôle de tout le système et les agents des États-Unis et de l'Arabie Saoudite se sont enfuis, ont été récupérés par un sous-marin des États-Unis un peu au large de Beyrouth. Et puis, il y a ce qui s'est passé en 2011, c'est-à-dire ce qu'on appelait les printemps arabes, c'est-à-dire une tentative de renverser les gouvernements laïcs du monde arabe et de les remplacer par des gouvernements des frères musulmans. Donc ça a commencé en Tunisie, puis en Égypte, en Libye et en Syrie. Et donc en Syrie, ça n'a pas du tout fonctionné. Les gens ne se sont pas révoltés, tout ça, ça n'a pas marché. Et il a donc fallu faire appel à des renforts étrangers, donc une vague de djihadistes vraiment sans précédent. Alors, dans la presse occidentale, on dit qu'il y aurait 80 000 djihadistes en Syrie. Moi, je trouve cette estimation complètement grotesque, parce que ce n'est pas 80 000 djihadistes qui vont être capables de mettre un désordre pareil face à une armée qui, au départ, avait 500 000 hommes. Aujourd'hui, il y a 350 000 hommes dans l'armée syrienne. Mais je considère que la bonne estimation, en tout cas celle qui est certainement la plus proche de la réalité, était avant l'intervention russe, il y a 3 mois, fin septembre, c'était de 250 000 djihadistes étrangers sur le sol syrien, aidés par 10 à 20 000 Syriens. 10 à 20 000 pour 250 000 étrangers, c'est ça dont on parle. Voilà. Alors, la situation militaire, c'est que
l'armée arabe syrienne se battait contre ces djihadistes et gagnait régulièrement contre ces djihadistes. Mais dès qu'elle en tuait, il y en avait d'autres qui arrivaient. Donc cette histoire, ça pouvait durer éternellement et ça peut encore durer tant qu'il en arrive, puisqu'il en arrive encore actuellement par la frontière turque avec l'aide de la Turquie. Et l'intervention russe qui a été préparée de 2012 à 2015, l'intervention russe a consisté à détruire les infrastructures que ces djihadistes avaient construites. Ici, ils avaient construit des tunnels. Alors, il faut savoir que avant le début des événements, donc avant 2011, les puissances occidentales avaient amené ici des armes et avaient amené des matériaux pour creuser, des engins pour creuser des tunnels. Ce qu'on utilise pour les métaux, pour creuser des tunnels. Donc il y en a ici, on creuse des tunnels et ils arrivent comme ça à se faufiler sous les lignes de l'armée arabe syrienne. Donc il a fallu détruire leurs tunnels, détruire les bunkers qui avaient été construits pour abriter leur commandement et détruire les usines de fabrication de munitions qui étaient à différents endroits. Tout ça, ça a été fait au cours des 3 derniers mois. Maintenant, on est dans l'armée au sol qui regagne le terrain, donc ça fait 1 mois que ça dure. Le terrain est très largement reconquis. Alors, depuis le début du cessez-le-feu, les groupes qui veulent participer à ce cessez-le-feu devaient se déclarer auprès des États-Unis et de la Russie. Il y a 17 groupes qui se sont déclarés, représentant 97 katibas, c'est-à-dire des unités de combat, hein, sachant qu'actuellement en Syrie, il doit y avoir entre 1200 et 1500 katibas. Il n'y en a que 97 qui participent à ce cessez-le-feu. C'est-à-dire que c'est pas grand monde en fait. Et effectivement, les gens qui participent au cessez-le-feu ne tirent plus sur l'armée arabe syrienne et l'armée arabe syrienne et l'armée russe ne les attaquent pas. Voilà. D'accord, donc c'est une proportion assez mineure. Oui, alors, dans la réalité, des combats, ça ne va pas changer grand-chose, puisque donc, les terroristes ne figurent pas dans ces accords de cessation des hostilités. Comme a dit Thierry, une minorité s'est inscrite en tant que participant à la cessation des hostilités. Donc, sur le terrain, finalement, les bombardements russes vont continuer et les actions de l'armée arabe syrienne va continuer. Donc, c'est ça qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien, que finalement, il ne s'agit pas d'un abandon par la République syrienne face aux terroristes et à Daesh, pas du tout. Il s'agit là, au contraire, de la mise au pied du mur par la Syrie et la Russie conjointement face à ces groupes armés qui étaient armés, soutenus par les États-Unis via la Turquie. Oui, tu vois, sûr, voilà. Oui. Donc là maintenant, les choses se révèlent. Il y a une révélation. Hein. On va voir vraiment qui est qui dans cette affaire. Et on voit que la Turquie, finalement, la Turquie et l'Arabie Saoudite, évidemment, rechignent à s'intégrer dans ces rapports d'hostilité. Alors surtout la Turquie, d'ailleurs, Thierry va nous parler de la position d'Erdogan inconfortable, et cette position qui porte actuellement préjudice à la politique d'Obama. Alors il faut dire aussi, peut-être Thierry va le préciser, que l'impérialisme états-unien, l'impérialisme anglo-saxon est divisé dans cette affaire, foncièrement divisé. Hein. Il y a d'un côté les jusqu'au-boutistes, hein, quand il a parlé de Jeffrey Feltman à l'ONU,
c'est que l'ONU était impliquée dans cette affaire, des gens qui étaient autour du général Petraeus, ou autour de la folle dingue de l'impérialisme, la mère Clinton, etc. Donc il y avait toute une caméria de gens irresponsables qui poussaient à la guerre, et que finalement l'État profond états-unien, parce que l'État profond, Obama, c'est une marionnette, hein, c'est l'État profond qui décide. Et on verra plus tard pourquoi l'État profond est en recul. Et il est en recul parce qu'il est en échec militaire et en échec financier. Alors, l'échec militaire, ça c'est important, parce que... Un instant, pardon. Oui. Revenir sur un point. Oui. Même par rapport aux groupes qui participent actuellement à la cessation des hostilités, il y a un vrai doute, puisque, en fait, quand on n'a pas pour le moment la liste exacte des 17 organisations qui sont inscrites, elle n'a pas été publiée, cette liste. Mais les quelques organisations qui prennent la parole comme participant à cette cessation des hostilités, ces organisations sont extrêmement douteuses. Par exemple, là, alentour de Damas, il y a un groupe qui est directement financé par l'Arabie Saoudite et qui est militairement encadré par des SAS britanniques. Donc ce groupe est dirigé par M. Allouche, et dans ce groupe, il y a des gens qui sont d'anciens responsables historiques d'Al-Qaïda en Afghanistan, qui sont là à diriger ce groupe. Alors, est-ce qu'on doit considérer que ce sont des modérés, ces gens-là? Ou est-ce qu'on doit considérer que non, c'est un groupe qui est sous l'autorité d'Al-Qaïda? Vous voyez, les choses ne sont pas claires. Personnellement, je ne pense pas que des gens qui seraient effectivement des modérés puissent s'inscrire pour cessation des hostilités. Parce que quand on fait ça, il n'est pas on est qualifié par les djihadistes officiels d'Al-Qaïda et de Daesh comme étant un traître à la cause. Et donc les djihadistes vont se retourner contre eux, alors qu'ils n'auraient pas la protection de l'armée syrienne, puisque c'est une cessation des hostilités, vous ne changez pas, vous êtes toujours l'adversaire de la République arabe syrienne, et cependant, vous devenez les adversaires de Daesh et d'Al-Qaïda, vous êtes sûr que vous allez vous faire écraser. Hein. Donc pour moi, cette cessation des hostilités... Tu veux dire que les gens consignés pour la cessation des hostilités doivent maintenant choisir leur camp? Bien sûr. Au milieu d'un champ de bataille, ça tire des deux côtés, vous êtes d'un côté ou de l'autre. Oui, il y a deux camps dans une guerre. En même temps. D'ailleurs, à ce propos... C'est l'histoire de toutes les guerres. Toutes les guerres se terminent comme ça. Dans toutes les guerres, il n'y a que deux camps. Et vous êtes forcé d'être dans un camp ou dans l'autre. Il n'y a jamais la possibilité de dire « moi, je mets des bémols, je suis là à moitié ». Ça n'est pas possible dans une guerre. Donc il y a bien cette existence d'une opposition en Syrie qui, pour schématiser, n'est pas affiliée en tout cas à Al-Qaïda et non plus et que véritablement on va dire contre Bachar el-Assad. Donc il y a bien une troisième espèce de troisième opposition. Il y a une opposition politique là. Elle est au service de grands États. Ouais. Voilà. Cette troisième, elle ne représente pas le peuple syrien. Cette troisième voie. En l'occurrence, là, j'avais un groupe qui obéit directement au roi Salman d'Arabie Saoudite. D'accord. Et il y a d'autres groupes qui obéissent à M. Erdogan en Turquie.